Ce cours sur la Corée était prévu à l'origine dans le cadre de l'Université Interage d'Argenteuil. Et puis, bon, ben, le Covid-19 est arrivé, nous avons dû reporter tout cela à la prochaine saison. Nous espérons pouvoir le faire lors de la prochaine saison. Mais dans les médias, je vais essayer d'en faire passer quelque chose sur Internet. Alors, pour commencer, je voudrais faire une remarque sur le regard que nous, les Français, nous, les Occidentaux, nous avons sur la Corée. C'est un pays qui est très présent dans l'actualité internationale, donc c'est un pays dont tout le monde a entendu parler. Tout le monde sait qu'il y a deux Corées, dont nous voyons ici les drapeaux, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Tout le monde sait que cette division est le résultat de la guerre de Corée, qui est un épisode de la guerre froide. Tout le monde sait que après la suspension de cette guerre par l'armistice de 1953, eh bien, se sont développées deux sociétés, deux États, deux pays complètement différents. Tellement différents que leurs différences sautent aux yeux même depuis l'espace. Nous avons ici une photo satellite prise la nuit qui montre la Corée entre le Japon et la Chine. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le monde développé qui éclate de lumière, hein, le Japon, la Corée du Sud, aujourd'hui la Chine. Et puis, par contraste, la Corée du Nord qui est dans l'obscurité de la pauvreté, avec seulement une petite loupiote hein, que l'on voit là, qui vient de la capitale, Pyongyang. Alors, derrière cette différence de lumière, il y a aussi des sociétés qui sont complètement différentes. Bon. La Corée du Sud, bon, bah, chacun sait que c'est un pays capitaliste dynamique. C'est le pays de Samsung, c'est le pays de Hyundai, c'est le pays de Gangnam Style, très important, Gangnam Style, j'y reviendrai. Alors qu'au contraire, la Corée du Nord apparaît comme un pays très pauvre, très fermé, avec une dictature surtout étrange, parce qu'on ne sait pas très bien si elle est héritière de Staline ou du père Ubu, et puis une dictature qui a inventé quand même cette chose tout à fait extraordinaire, qui n'existait pas auparavant, qui est une dynastie communiste, hein, puisque ils ont eu successivement, vous les voyez ici, de gauche à droite, le père, Kim Il-sung, le fils, Kim Jong-il, et puis aujourd'hui, le petit-fils, Kim Jong-un. Et s'il venait à disparaître, parce que ces derniers jours, on dit qu'il est malade, moi, je ne sais pas, eh bien, on dit qu'il pourrait être remplacé par sa jeune sœur. Bon, ce qui est quand même une situation tout à fait extravagante. D'autre part, la Corée du Nord nous apparaît comme un pays qui est inquiétant, pas seulement par sa dictature, mais aussi par sa rhétorique militaire et puis par son programme nucléaire. C'est tout de même un pays qui s'est doté, qui dit s'être doté de la bombe H. Alors bon, voilà ce que tout le monde sait, mais quand on y réfléchit un peu, on se demande si cela nous suffit pour comprendre la Corée. Eh bien, je répondrai sans hésiter non. Non, d'abord parce que euh, ce présent de la Corée, il s'inscrit dans le très long terme historique. Ici, j'ai représenté l'histoire de la Corée, enfin quelques deux repères de l'histoire de la Corée, le début et la fin, enfin la fin, le présent, avec une échelle chronologique qui est quand même très longue, 4500 ans. 2500 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans après Jésus-Christ pour arriver jusqu'à nous. Et qu'est-ce que l'on constate? Ben, on constate que les événements que nous connaissons, c'est-à-dire la division de la Corée, et puis avant, la colonisation par le Japon, qui est à l'origine de la division, eh bien, ça n'occupe qu'une toute petite place. Évidemment, quand on dit que le premier État coréen, Joseon, a été fondé en 2333 avant Jésus-Christ, il y a là quelque chose qui relève plus de la légende, de la mythologie que de l'histoire. Mais quand même, c'est une histoire très très longue.
Et cette histoire très longue, elle a façonné le présent et on ne peut pas l'ignorer. Autre remarque très importante, nous avons vu tout à l'heure sur la photo satellite la Corée entre la Chine et le Japon. Eh bien, on a là un univers culturel qui n'est pas du tout le nôtre, qui est pratiquement une autre planète culturelle. Hein, bon. Et évidemment, ça joue beaucoup sur ce qu'est aujourd'hui la Corée, et cet univers culturel, il est lui-même le résultat de l'histoire. Donc, pour comprendre, pour commencer à comprendre, il faut un petit peu préciser tout ça. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors, je vais essayer de le faire modestement. Hein. Je ne prétendrai pas tout comprendre, je ne prétendrai pas tout expliquer, mais plutôt d'attirer l'attention sur les points qui me paraissent essentiels. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'ignorer si l'on veut commencer à comprendre la Corée. Et pour cela, donc, je développerai 4 points. Tout d'abord, une présentation générale de la Corée, en insistant sur le fait qu'il s'agit d'une péninsule. C'est essentiel. De la même façon qu'on ne comprend rien à l'Angleterre si on oublie que c'est une île, eh bien, on ne comprend rien à la Corée si on oublie que c'est une péninsule. Ensuite, on verra comment cette nation a été formée par une histoire agitée, une histoire chaotique. Alors, on peut faire remarquer que pratiquement tous les peuples du monde ont une histoire chaotique. Mais là, c'est un chaos particulier qui est propre à la Corée et il faudra voir quel type de nation il a formé. Ensuite, nous verrons d'où vient la division, comment s'est faite la division, et enfin, comment aujourd'hui la Corée vit avec, cherche sa place dans le monde en étant divisée et tout en gardant la perspective de l'unité, en étant réaliste des deux côtés de la ligne de démarcation. C'est-à-dire que personne n'imagine que la réunification de la Corée soit pour demain. Voilà donc ce que nous essaierons de présenter. Alors, commençons par une présentation générale de la Corée, de ses principales données géographiques, puis de sa position géopolitique. La Corée, on n'insistera jamais suffisamment là-dessus, c'est une péninsule, une terre qui s'avance dans la mer, à partir du continent asiatique, une sorte de pont qui est jeté en direction du Japon, mais qui ne va pas jusqu'au Japon. La Corée est adossée non pas à la Chine, mais à la Mandchourie. Sur la frontière nord de la Corée, il y a non pas la Chine, mais la province de Mandchourie. Alors, bon, il faudra observer qu'aujourd'hui, la Mandchourie, c'est une province de la République populaire de Chine, et il est vrai qu'elle est profondément sinisée. Par exemple, la langue mandchoue a presque complètement disparu. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et ça a joué un rôle important dans certains moments de l'histoire. Il y a eu un moment où le voisin immédiat, ça n'était pas la Chine, mais c'était le barbare mandchou. Cette péninsule, ce pont jeté en direction du Japon, eh bien, il est de dimension relativement modeste. Il y a à peu près 800 km du nord au sud de la péninsule coréenne, et dans sa partie la plus étroite, il y a à peu près 250 km. On ajoutera à peu près 200 km pour le détroit de Tsushima qui sépare la Corée du Japon. La superficie totale de cette péninsule, c'est 220 000 km. C'est modeste, ce n'est même pas la moitié de la superficie de la France. Bon, c'est partagé en 2 États avec un léger avantage pour le Nord. La Corée du Nord, c'est 120 000 km² et la Corée du Sud, 100 000 km², à peu près un cinquième de la France. Par contre, pour la population, c'est relativement important, 76 millions d'habitants, plus que la France, avec un avantage là, très net en faveur du Sud. Au Sud, 51 millions d'habitants, au Nord, 25 millions. Bon, en gros, les 2/3 de la population au Sud. Ça n'a strictement rien à voir avec le régime politique. Hein. Le Nord étant beaucoup plus montagneux et des grandes plaines agricoles étant au Sud,
le sud a toujours été plus peuplé. Cette carte nous montre donc le relief, ce que je vous disais, le relief beaucoup plus montagneux au nord et beaucoup plus montagneux à l'est. Nous verrons que c'est important. Nous voyons aussi sur cette carte les fleuves qui aujourd'hui forment la frontière nord, le fleuve Yalu et le fleuve Tumen, qui forment la frontière avec la Chine et puis pour le fleuve Tumen en partie avec la Russie. Alors il y a une très très longue frontière avec la Chine, plus de 1400 km. Par contre, une toute petite frontière avec la Russie, on la voit mieux sur cette carte, une toute petite frontière, 19 km seulement. Entre les sources de ces deux fleuves, nous avons le mont Paktu, très important dans l'histoire et dans la tradition de la Corée. Nous y reviendrons. Ce mont Paktu se trouve donc entre ces deux fleuves et il se trouve aujourd'hui à la frontière avec la Chine. Mais autrefois, le domaine coréen s'est étendu beaucoup plus vers le nord. Si nous nous intéressons à présent au climat, ces deux cartes permettent de comparer les latitudes. Avec l'Europe, les parallèles sont à la même hauteur. Qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, la Corée, c'est un pays de la zone tempérée, ce n'est pas du tout un pays de la zone tropicale, un pays de la zone tempérée, mais relativement au sud. Séoul est à peu près à la même latitude que Alger, donc relativement au sud de la zone tempérée. Ceci dit, il ne faut absolument pas s'attendre à un climat méditerranéen. La Corée est adossée à l'énorme masse continentale de l'Asie, donc elle est sous l'influence climatique de l'Asie, avec un climat qui est pour l'essentiel continental, rude, avec des hivers très froids et des étés très chauds. Nous avons ici une photo de Séoul en hiver. On voit qu'il fait froid. Effectivement, à Séoul, malgré la latitude relativement méridionale, eh bien, les températures de moins 20 et moins que ça en hiver sont tout à fait fréquentes. Par contre, les étés sont chauds et humides, de plus en plus chauds et de plus en plus humides lorsqu'on descend vers le sud, ce qui permet un certain nombre de cultures qu'on appellerait subtropicales. Alors ici, le thé, dont la production n'est pas très importante en Corée, mais pour des raisons culturelles, ça joue quand même un grand rôle. Et puis aussi, bien sûr, le riz avec, là encore, un avantage pour le sud. C'est au sud que se trouvent les grandes plaines de riziculture. Pour les richesses minières, alors là, c'est l'inverse. Elles sont abondantes, mais pour l'essentiel, elles se trouvent au nord. Nous avons ici une carte de la Corée du Nord et les taches bleues-violettes représentent les principaux gisements miniers. Alors, ils sont abondants, ils sont aussi très variés, y compris pour quelque chose qui est très recherché aujourd'hui, que sont les terres rares, qui sont indispensables, en particulier pour les nouvelles technologies, pour le téléphone mobile, etc. Bon. Alors, certaines estimations nous disent que les réserves minières de la Corée du Nord représenteraient un trésor d'environ 3 000 milliards de dollars. Et là, une somme qui est un petit peu abstraite pour la plupart d'entre nous. Retenons simplement que 3 000 milliards de dollars, c'est plus qu'une année de PIB de la France. Donc, c'est un trésor qui n'est pas du tout négligeable. Bon, alors, si nous nous intéressons à présent aux données géopolitiques de la Corée. Il faut, alors une fois de plus, il faut partir de ce fait incontournable que la Corée est une péninsule, une sorte de pont qui s'avance depuis le continent asiatique en direction de l'océan et en direction du Japon. Mais ce pont, il n'apparaît pas du tout de la même façon si l'on se place du point de vue du continent ou du point de vue de l'océan. Du point de vue des puissances continentales, la Corée, c'est une sorte d'embarcadère
qui permet d'accéder au grand large et qui permet d'accéder au Japon. Lorsque je dis les puissances continentales, alors il s'agit de la Chine depuis toujours, il s'agit de la Russie depuis le milieu du 19e siècle. C'est dans les années 1860 que la Russie a commencé à construire Vladivostok sur la mer du Japon. Et puis d'autre part, il ne faut pas oublier des puissances qui aujourd'hui sont effacées, mais qui ont joué un très grand rôle, qui étaient des puissances de la steppe. J'ai insisté sur le fait que derrière la Corée, il y avait la Mandchourie. La Mandchourie, c'est le début des steppes qui se poursuivent en Mongolie, en Sibérie. C'est ce qui a été le domaine de peuples conquérants qu'ont été les Mandchous et les Mongols, qui ont joué un rôle très très important à une certaine époque. Maintenant, si l'on se place du point de vue des puissances océaniques, alors c'est complètement différent. La Corée apparaît au contraire comme un débarcadère qui permet d'accéder au continent et qui permet d'accéder à la Chine. Et les puissances océaniques, eh bien, c'est le Japon au moins depuis le VIe siècle, et puis c'est les États-Unis depuis la moitié du 19e, à peu près le milieu du 19e siècle. C'est à ce moment-là que les États-Unis, après avoir contraint le Japon à s'ouvrir au commerce occidental, eh bien, les États-Unis ont commencé à s'intéresser à la Corée. Alors donc, la Corée se trouve donc placée ici entre les ambitions, les projets contradictoires des puissances continentales et des puissances océaniques. Et cela évoque un très joli proverbe coréen qu'il faut citer, bien sûr. Quand les baleines chahutent, les crevettes ont le dos brisé. La Corée, effectivement, c'est un banc de crevettes qui essaie de survivre et de s'organiser dans un océan qui est très agité par le chahut de grosses baleines, qui sont toutes beaucoup plus importantes que la Corée. Alors, souvenons-nous de ce proverbe pendant tout ce développement, pendant tout le récit de cette histoire. Quand les baleines chahutent, les crevettes ont le dos brisé. Alors, à propos de ce proverbe, je voudrais citer mes sources. Je l'ai trouvé dans l'histoire de la Corée de Pascal Daïez-Burgon, et c'est l'occasion donc de recommander cet ouvrage qui est excellent, complet, et rédigé de façon très agréable, qui en fait non pas un ouvrage savant, mais un ouvrage pour le grand public. Voilà donc pour les sources. Revenons un instant quand même sur le proverbe lui-même. Qu'est-ce que c'est que ces baleines et ces crevettes? Alors, la Corée, effectivement, ça nous apparaît comme un banc de crevettes qui, depuis 3000 ans et plus, essaye de nager au même endroit et qui a été entouré de beaucoup de grosses baleines, lesquelles? Alors, la plus importante, évidemment, c'est la baleine chinoise. C'est la plus grosse. Et puis surtout, elle est là en permanence. Et elle est là, disons, à peu près depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y a une autre baleine un peu moins grosse, mais très dynamique et parfois même très agressive, c'est la baleine japonaise. Mais elle est arrivée plus tard, seulement, disons, vers le 5e siècle, et elle n'est pas là tout le temps. Il y a aussi alors deux grosses baleines très puissantes, la russe et l'américaine, mais elles sont loin. Et de temps en temps, eh bien, elles viennent nager autour de la région et elles viennent faire quelques remous. Et puis il y a aussi deux baleines qui ont joué un grand rôle autrefois, mais qui sont, je dirais, échouées aujourd'hui. D'une part, la baleine mongole, qui a été redoutable, mais qui est aujourd'hui échouée sur la steppe. Et enfin, la baleine mandchoue, dont il ne reste alors que le squelette, échoué sur la plage, puisqu'elle a été complètement digérée par la baleine chinoise. Voilà donc, ça fait quand même, lorsqu'on compte, ça nous fait quand même 6 baleines qui ont ou qui ont joué un rôle important, qui ont fait beaucoup de remous autour du banc de petites crevettes coréennes. Un dernier point pour la présentation géopolitique,
qui a trait au relief. On a dit déjà que la Corée, c'est relativement montagneux, et puis c'est plus montagneux au nord, et c'est plus montagneux sur la côte orientale. Alors, la conséquence, c'est que la côte orientale est peu hospitalière. C'est sur la côte occidentale que se trouvent les bons emplacements portuaires. Et la conséquence, c'est que la Corée est beaucoup plus tournée vers l'ouest, vers la mer Jaune, que vers la mer du Japon. D'ailleurs, la mer du Japon donne elle-même sur les côtes nord du Japon, qui sont peu hospitalières et peu occupées. Donc, la mer du Japon est peu active, en fait, alors que la mer Jaune a toujours connu une très, très grande activité. Et donc, par cette situation, la Corée se trouve naturellement tournée davantage vers la Chine que vers le Japon. Voici donc pour notre première partie. La seconde partie sur la formation historique de la Corée. Vous pouvez la trouver dans un second film, alors directement sur YouTube, sous le titre Comprendre la Corée, deuxième partie, ou alors, si vous ne la trouvez pas directement, en passant par la page d'accueil de notre site, le site de l'Université Interage, www.uia95.com.